d'envie pendant qu'il me décrit les qualités du prochain jet qu'il compte s'acheter. Pauvre IBM, tout le monde semble avoir profité de son renom pour s'enrichir. Intel, en particulier, vend ses puces aux fabricants de clones à tour de bras. Et elles sont toujours plus petites, plus efficaces et moins chères. Dans quelle galère industrielle le géant IBM s'est-il donc embarqué? Les prix baissaient chaque année. D'habitude, c'est le contraire. Si on achète une voiture aujourd'hui et une autre dans 4 ans, la deuxième coûtera plus cher. Mais pas dans ce secteur. Si on attend 1 an pour acheter une puce, on l'achète moins cher. Et elle est plus puissante. C'est merveilleux, mais ça pose des problèmes sur le plan commercial. Dans un secteur où les prix baissent, il faut vendre ses produits très vite, sinon ils valent moins cher. Fabriquer des clones devient de moins en moins cher et de plus en plus facile. On peut même se procurer des puces ROM BIOS garantie vierge. Les rangs des fabricants grossissent et chaque nouvel arrivant grignote la part de marché d'IBM. Le géant est obligé de s'aligner plus ou moins sur les prix du marché, mais ces énormes frais généraux engloutissent les bénéfices. Ça a été vraiment dur à partir de 85. Les prix baissaient de 30% tous les 6 mois. C'était la terreur. On vendait beaucoup d'articles, mais on n'arrivait pas à dégager de profit. Tous ces fabricants doivent équiper leurs machines d'un système d'exploitation. Pas n'importe lequel. Le DOS de Microsoft. Le même que celui d'IBM. Compatibilité oblige. Au milieu des années 80, Microsoft connaît une croissance exponentielle. Bientôt, elle comptera des milliers d'employés. Bill Gates désire toujours conserver la maîtrise totale des opérations. Il invente une culture d'entreprise qui lui permettra de satisfaire son aspiration d'adolescent à dominer les autres et son désir d'adulte de les inspirer. Microsoft recrute exclusivement des jeunes diplômés, sans aucune expérience du monde du travail. Ils recevront un surnom éloquent, les microserfs. Tous ces jeunes gens, à peine sortis de l'université, en fait c'était surtout des hommes, voyaient en lui un modèle, un leader, presque un gourou. Ils pouvaient rester pendus à ses lèvres pendant des heures. Bill, de son côté, appréciait leur collaboration. Et tout ce petit monde semblait uni par une merveilleuse camaraderie. Il y a en lui une force, une volonté, un désir viscéral d'être le meilleur et de gagner. Il ressemble à un chef spirituel. À la fin des années 80, IBM comprend que l'architecture ouverte était une erreur. Elle espérait que son renom seul serait suffisant pour dominer le marché. Deuxième erreur. Son infrastructure pesante l'empêche d'être aussi flexible et compétitif que les fabricants de clones. Ses parts de marché ne cessent de diminuer. Il faut changer de cap. IBM décide de construire une nouvelle gamme incopiable, entièrement fabriquée en interne et munie d'un système d'exploitation vendu seulement par IBM. Ce nouveau système s'appelle OS 2. IBM se charge de concevoir les spécifications du logiciel et demande à Microsoft de participer, mais uniquement au niveau de la rédaction du code. Or, avec OS 2, IBM ambitionne bel et bien de supplanter Microsoft sur le marché des systèmes. Pourtant, Bill Gates accepte de collaborer. IBM a beau connaître quelques difficultés, son poids sur le marché est toujours énorme. Et à Microsoft, on est prêt à toutes les concessions pour demeurer aux côtés du géant. On était dans la situation de quelqu'un qui essaye de chevaucher un ours. L'ours se débat et essaye de le vider. Mais il faut s'accrocher. Parce que quand on a affaire à un ours, il vaut mieux être dessus que dessous. Dans l'industrie micro, l'ours c'était IBM et on était décidé à rester sur son dos. Les gens ont oublié à quel point l'influence d'IBM dominait le secteur tout entier.
Ça paraît incroyable aujourd'hui, mais c'était vraiment comme ça. Depuis toujours, entre IBM et Microsoft, c'est le choc des cultures. D'un côté, des administrateurs en costume cravate, enlisés dans les procédures. De l'autre, des post-adolescents cinglés d'informatique. À IBM, ils ont le culte des kilolocs. Un kiloloc égale 1000 lignes de code. C'est un projet de 10 kilolocs ou de 50 kilolocs? Ils voulaient en faire le seul critère de rémunération. On a essayé de les convaincre que c'était absurde. Si on a une bonne idée pour faire en 4 kilolocs la même chose qu'en 20 kilolocs, c'est beaucoup plus efficace. Et on devrait gagner moins d'argent alors que le résultat est meilleur. Les kilolocs, c'est la méthodologie. Rien que d'y penser, ça me hérisse encore. Quand j'ai pris mon poste en 89, d'énormes moyens avaient été affectés à OS2, tant chez Microsoft que chez IBM. J'ai rencontré Bill Gates plusieurs fois et on est vite tombé d'accord. À la façon dont il était mené, le projet n'aboutirait jamais. En outre, au vu des contrats, il était clair que ceux qui contrôlaient le projet, c'était Microsoft. Un conflit d'intérêts oppose désormais les deux alliés. La plus grande part des revenus de Microsoft provient des redevances que lui versent les fabricants de clones qui ont tous installé le DOS sur leurs machines. Bill Gates ne peut accepter que les concurrents d'IBM n'aient d'autre choix qu'adopter OS2 ou faire faillite. Il veut prolonger le règne du DOS et compte y parvenir en ajoutant à son système un environnement graphique, attrayant et facile à utiliser. Ce nouveau programme s'appelle Windows. Tout en continuant à travailler sur OS2, Bill Gates investit des millions de dollars dans son développement et charge le timide et réservé Steve Ballmer d'en faire la publicité. Aucun environnement graphique n'est prévu pour OS2. IBM voit dans Windows une tentative de plus de Microsoft de monopoliser le marché des systèmes. On a créé Windows en parallèle. On a essayé de leur montrer que l'avenir c'était Windows, les interfaces graphiques, que les autres constructeurs étaient enthousiastes. On pensait qu'on arriverait à convaincre IBM d'adopter ce point de vue. Microsoft et IBM ne concevaient pas du tout leur relation de la même façon. À qui la faute? À Microsoft? Peut-être, en partie. En fait, les torts sont partagés. Je ne vois dans toute cette histoire qu'une mauvaise opération commerciale de la part d'IBM. Bill Gates est un homme très organisé. Il met de côté tout ce qu'il doit lire et 2 fois par an, il s'enferme pendant une semaine pour se plonger dans la lecture. Au cours d'une de ses retraites studieuses, il décide que ce n'est plus dans l'intérêt à long terme de Microsoft de suivre aveuglément IBM. S'il doit choisir entre OS2 et Windows, il choisira Windows. On savait qu'IBM n'allait pas apprécier. Mais on a été franc. On les a prévenus. Ça leur a pas plu, on l'a fait quand même. On leur a même proposé de leur vendre sous licence. Pour nous, le plus avantageux, c'était l'association. IBM diffuse un logiciel, nous on se charge du développement. C'est seulement après qu'ils aient coupé les ponts qu'on s'est dit « maintenant on est tout seul ». Ce qui était vraiment terrifiant. On a négocié pour qu'ils participent avec nous au lancement de Windows 3. Mais ils ne nous proposaient que des accords désavantageux qui leur auraient permis de nous prendre Windows. On a refusé de signer. Jack Sams, l'initiateur de l'alliance IBM-Microsoft, assiste impuissant à l'inévitable divorce.
À un certain moment, ils sont tombés d'accord pour différer quant à l'avenir d'OS 2 et de Windows. En interne, on a reçu l'ordre de ne prévoir aucun produit pour Windows.